Bonjour, bienvenue dans l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et Bruno Lalonde. Alors, je suis de retour de vacances. Vacances passées en France, sur la Côte d'Azur. Oh, comme c'est épuisant, la Côte d'Azur. Je suis fatigué, que de soleil, que de galets, que de mer. Non, franchement, la Côte d'Azur, c'est pas pour moi. Mais, j'ai ramené quelques livres, j'ai rapporté quelques livres de France. J'en parlerai demain. Aujourd'hui, je vais vous parler un tout petit peu d'une vaste lecture que j'ai entreprise avant de partir en vacances, justement. Vassili Grossman, Vie et Destin. Je vais vous montrer le livre et c'est assez. C'est une de mes. Attendez, je vous le montre. Alors, il est arrivé à quelques reprises dans mon sacerdoce de libraire que des gens qui fréquentent ma librairie aient une telle envie de partager avec moi leur passion pour un auteur ou un livre qu'ils ont été à la librairie voisine, dans ce cas-ci c'était Olivieri, pour aller acheter le livre et venir me l'offrir afin que je le lise. Dans ce cas-ci, Vie et Destin de Vassili Grossman, le livre m'a été offert il y a peut-être 7-8 ans. Et depuis 7-8 ans, je traîne ce remords de lecture. J'ai une trentaine de remords à mon actif, une trentaine de titres d'auteurs que je regrette de ne pas avoir lus. Et j'en lis environ, je remédie à cette culpabilité-là, 2-3 titres par année. Alors, d'ici 10 ans, je devrais être parfaitement libéré de toute forme de culpabilité de lecteur. Alors, qu'est-ce qu'est Vie et Destin de Vassili Grossman? Je ne vais pas vous raconter ici toute l'histoire, vous la connaissez sans doute déjà. C'est l'histoire d'un manuscrit, un manuscrit qui a été saisi par le KGB. Vassili Grossman avait fait lire à 3 de ses amis, quelle sorte d'amis avons-nous parfois, et qui l'ont dénoncé au KGB. Alors le KGB a débarqué et a saisi le manuscrit, a saisi la dactylographie, a même saisi les rubans de la dactylo. Et ce livre-là, Vie et Destin, a été écrit entre 1950 et 1960 et a été publié en français au début, en 1980. Alors ceci est sans doute peut-être la première édition, ou pas, je vais vérifier. Mais moi, c'est pas dans cette édition-là que je le lis. Ouais, l'édition de 1983, donc c'est pas la première. Donc, vous voyez, dans cette édition-là, ça a 808 pages. Peut-être je devrais la lire dans celle-là, ça m'apparaît moins gros. Et dans celle, publiée en format poche, c'est 1150 pages. On va faire une petite vérification. Ici, savoir si ce sont les mêmes traducteurs. Peut-être pas. Oui, ce sont les mêmes traducteurs. Alors, traduit du russe par Alexis Berelovitch, avec la collaboration d'Anne Koldefy-Fokar. Alors, et la préface est de Efim Etkin, et c'est sans doute... alors donc, rien à signaler de ce côté. Alors, c'est quoi l'histoire, hein, maintenant? Un mot sur l'histoire, mais c'est pas tellement... En fait, c'est une dénonciation de la bureaucratie soviétique. Et c'est comment... C'est tout d'abord la description de la grande bataille de Stalingrad, où les Russes ont réussi enfin à empêcher l'avancée des troupes nazies au prix de sacrifices énormes. Mais c'est comment ce combat-là a fini par devenir un combat étatique nationaliste. D'ailleurs, les Russes appellent cette guerre, la Deuxième Guerre mondiale, la Grande Guerre patriotique. Ce n'est pas la guerre mondiale, c'est la Grande Guerre patriotique. Alors, comment on est passé en fin de compte d'une idéologie communiste en quelque sorte à une idéologie nationaliste. On peut comprendre aisément quand on affronte ainsi des troupes nazies,
que sans être soudés par un sentiment national et sans être aussi portés par une grande figure patriarcale, le petit père du peuple, on peut pas arriver à vaincre des adversaires si puissants sans que le sentiment national apparaisse, je pense. Et là, on voit le glissement. Mais ce qui a été à l'origine de cette transformation-là d'un intellectuel, somme toute, assez banal, un intellectuel au service de la machine soviétique, c'est les persécutions dont ont été l'objet les Juifs en Russie soviétique. Et ça a été peut-être l'étincelle qui a fait que Vassili Grossman a commencé à s'interroger sur la nature du régime soviétique. Et aussi, on a en tête la fameuse phrase de Nietzsche, où que l'homme qui combat, l'homme qui regarde trop l'abîme devient abîme, et de prendre garde à ne pas devenir semblable à son adversaire. Alors, mais donc, c'est un livre maudit, et c'est un livre assez peu lu. Et là, c'est le propos central de ma vidéo. C'est comment lire Vie et Destin. Alors, tout d'abord, l'histoire tourne. Je ne suis pas suffisamment avancé. Écoutez, je peux vous dire où je suis rendu. Je suis rendu à la page 187. Alors, j'ai beaucoup de choses j'en ai encore beaucoup devant moi. Mais je sais que je vais la terminer, cette lecture-là. Et je vais vous lire peut-être un passage, en tout cas. Et sans doute, je vais vous en reparler, peut-être pas dans les prochains jours, parce que j'ai d'autres projets de lecture à vous entretenir, mais je vais sans doute vous en parler. Je suis déjà frappé, je suis déjà foudroyé, je suis déjà ému par l'intelligence. Mais je comprends, et c'est là le propos de la vidéo, qu'on ne doit pas aborder la lecture de Vie et Destin comme on aborderait par exemple la lecture d'Amin Maalouf. Je donne un exemple qui me vient à l'esprit. C'est de la discussion que j'ai eue hier avec mon ami Benoît. Vassili Grossman n'est pas un conteur classique. C'est pas le début, je vous raconte une histoire, ça se passe comme ça, et là ça se déroule. Non, c'est une histoire qui est éclatée, qui est fragmentée. Il y a plusieurs personnages. Il y a deux sources. En fait, il y a deux personnages principaux, deux sœurs, qui connaissent des tribulations, à la fois politiques et à la fois amoureuses. Et autour de ces deux sœurs branches, je dirais, il se greffe toutes sortes de branches. Et le récit lui-même est structuré de telle sorte que cela nous déstabilise. Alors, on pourrait penser aussi au procès de Kafka. Hein? Mais le procès de Kafka, on ne sait pas ce qui se passe, mais on suit un déroulement logique. Là, il n'y a pas de déroulement logique. Et je devine, je pressens, que certaines aventures de certains personnages, parfois secondaires, parfois de troisième ordre, ne vont pas connaître d'aboutissement. Qu'on les voit apparaître, on suit un peu leurs aventures, leurs mésaventures, et on n'en entend plus parler. Ce qui est le propre des régimes totalitaires, c'est de faire disparaître les gens, de les faire disparaître sans laisser de traces, de les faire disparaître sans qu'on puisse retrouver leurs traces. Alors donc, c'est un récit foisonnant, éclaté, qui bouscule notre manière de recevoir une histoire. On ne reçoit pas une histoire, on reçoit une expérience de lecture. Une expérience de lecture douloureuse. Par exemple, au début du livre, un des personnages reçoit une lettre de sa mère qui est confinée dans le ghetto de Varsovie, et on comprend que les exactions nazies se multiplient aussi en cruauté, et elle assiste à ce déploiement-là de cruauté qui va en crescendo
Et elle comprend, elle écrit à son fils en disant « Sans doute, c'est la dernière lettre que tu recevras de moi. » Et on comprend que de fait, ça va être la dernière lettre. Mais, et après ça, le récit se poursuit. On ne revient pas, en tout cas du moins pour l'instant, on ne revient pas là-dessus. Là où c'est déstabilisant, c'est qu'il y a beaucoup de personnages. Certains personnages, pour les habitués des romans russes, les personnages ont plusieurs noms et des diminutifs aussi. Et il faut faire un effort de mémorisation. Ah oui, ça c'est lui. Ah, ça c'est elle. C'est comme ça qu'elle s'appelle. Là. Ah ben oui, ça c'est son autre nom. C'est le même personnage dont il est question. Le livre est composé aussi parfois de très courts chapitres, très poétiques, et d'autres chapitres qui sont haletants, qui se déroulent à un rythme quasi infernal, et où on est foudroyé par... Il y a certaines batailles, certaines descriptions de l'énorme bataille de Stalingrad qui nous laissent littéralement sans voix. Alors, ce qui a troublé, ce qui a achevé, évidemment, je vous le disais en début de vidéo, Grossman, c'est la similitude, la mise en place d'un régime en tout point comparable à celui combattu. Et ce livre-là nous laisse... c'est un livre noir, c'est un livre radicalement pessimiste. Et si comment je peux vous dire ça, donc? Ici, c'est un livre aussi dont on ressent, il y a un passage que je vais vous lire, là. On ressent, j'aime pas trop ce terme-là, d'âme, mais on ressent toute la difficulté existentielle qu'un peuple peut avoir à affronter à la fois une horreur extérieure dont on peut se sentir légitime de combattre, et une horreur aussi qui se déploie à l'intérieur même de son propre camp. Hein? La double contrainte ici. Et ça peut être assez effrayant. Et c'est quoi le viatique devant ces horreurs à la fois bureaucratiques, vécues de l'intérieur, et les horreurs du feu de l'ennemi? Ça peut être la littérature. C'est la littérature, peut-être. Je vais vous lire un petit passage, peut-être que je vais vous lire un deuxième. Un passage qui va vous donner, parce qu'il y a des moments épiphaniques, hein? Il y a des moments de beauté. On a l'impression, hein, que Dostoïevski apparaît, là, la beauté sauvera le monde. Le bruit des machines, les vibrations du pont, le clapotis de l'eau, le scintillement des étoiles dans le ciel, tout se mêla, et Ludmila Nikolaïevna s'assoupit. L'aube approchait. Le brouillard flottait au-dessus de la Volga, et il semblait qu'il avait englouti toute vie. Soudain, le soleil apparut, comme une explosion d'espoir. Le ciel se refléta dans l'eau, et l'eau sombre respira, et le soleil sembla crier dans les vagues du fleuve. La rive était blanche de givre, et les arbres roux ressortaient gaiement sur ce fond blanc. Le vent forcit, le brouillard disparut, le monde avait la transparence aiguë du cristal, et il n'y avait de chaleur ni dans le ciel éclatant, ni dans le bleu du ciel, ni dans le bleu de l'eau. La terre s'étirait, immense et sans fin, et immense et éternelle comme la terre. Il y avait le malheur. Alors, vous voyez, on a une vision, on a une image extatique. On pourrait presque dire une image rimbaldienne de beauté. Et la chute, la phrase. La phrase qui tue, la phrase qui achève. La terre s'étirait, immense et sans fin, et immense et éternelle comme la terre, il y avait le malheur.
Un autre passage. Chargorodsky n'invitait jamais dans sa chambre. Mais Evgenia entrevit un jour les appartements princiers, des tas de livres, et de vieux journaux s'amoncelaient dans les coins. Des fauteuils anciens étaient empilés jusqu'au plafond. Des portraits, dans leur cadre doré, étaient posés à même le sol. Sur un canapé de velours rouge traînait une vieille couverture d'où s'échappaient des lambeaux d'ouate. C'était un homme doux et peu pratique dans la vie de tous les jours. Il était de ces gens dont on dit « il a une âme d'enfant » ou « il est d'une douceur angélique ». Mais il pouvait passer avec indifférence, récitant ses vers préférés, devant un enfant mourant de faim ou la main tendue d'une vieille en guenille. Encore le même, hein, vous avez reconnu le même procédé d'interruption de l'image. Quelque chose, on a l'impression tout à coup, ah tiens, voilà un homme qui apparaît. Et même si c'est un poète, je relis, il pouvait passer avec indifférence, récitant ses vers préférés devant un enfant mourant de faim ou la main tendue d'une vieille en guenille. Voilà. Alors, je vous remercie d'être avec moi. Vous avez compris sans doute. Absolument une lecture bouleversante. J'ai voulu aujourd'hui vous entretenir de la difficulté d'aborder un tel ouvrage, la difficulté à la fois dans la structure, et comme vous avez pu l'entendre par ces deux petits passages que je vous ai lus, la difficulté aussi devant le mal, devant cette description sans appel ou toute forme de rémission est impossible. C'est ça l'horreur d'un régime totalitaire. Bonjour. Bonjour, monsieur. Vous avez un numéro de Québécois, vous? 90-54, ça, c'est bon, ça? Oui, c'est moi, ça. OK, c'est bon. Merci. Merci. Alors voilà. Écoutez, je vous remercie d'être avec moi. Vous connaissez la suite. Si mes vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner à ma chaîne. Mais surtout, vous pouvez vous abonner à la chaîne de Fabienne Rock. Et vous pouvez également nous rendre visite à l'Atelier Librairie, le Livre Voyageur, le 2319 rue Bélanger, dans le quartier Villeray à Montréal, dans le comté de Viau. Il y aura des élections bientôt. Alors, je vous remercie. 514-736-0999. Merci.